Je ne sais pas pour vous, mais chez nous, quand je reçois mon bill d'électricité, ça me fait toujours jumper. Mais avec l'énergie intelligente de TELUS, économiser jusqu'à 15 % sur un service clé en main. Thermostat, abonnement de 2 ans gratuit d'une valeur de 1 700 $. Visitez le telus.com/Énergie Québec pour plus de renseignements. C'est une offre limitée aux propriétaires résidents de l'île de Montréal, de Laval, de Québec, de Lévis et de Rimouski. Dernier show de l'année du Chaos Show. C'est le show de Noël. Hey, on a mis nos trucs. On a mis nos trucs. Thématique. Merci de nous suivre depuis le début. Nous autres, c'est notre 7e épisode aujourd'hui. Un gros following. Je pense qu'on a répondu peut-être à un besoin qu'il y avait. Peut-être. En tout cas, nous autres, on a bien du fun à faire ça. Je pense qu'il y a un bon show d'information avec un peu d'opinion, mais tu sais, je pense que tu suis ça toutes les semaines. Moi, les commentaires que j'ai, c'est comme écouter ton petit Sport 30 dans le temps RDS, mais de Sport 30. Sport 30 Mag. Sport 30 Mag. Fait que le Chaos Show, on est là pour ça. Puis non, le following est bon, puis les commentaires, merci de nous écouter en fait. Merci de nous écouter sur la plateforme de Chaos Sport, sur la plateforme de YouTube également. Et vous nous avez fait un cadeau en nous suivant depuis les 7 dernières semaines. Ben, c'est à notre tour de vous en faire un. Finalement, vous en avez parlé, les capsules Combat pour les nuls qu'on a fait ensemble, qu'on a fait chez vous, à l'Académie Connexion. Ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Vont être disponibles à partir du 19 janvier. Donc, c'est notre cadeau de Noël à vous autres. Vous allez voir. Janvier ou décembre, Pat? C'est ce que j'ai dit? Janvier. J'ai dit janvier, décembre. 19 décembre. Et voici un petit teaser pour vous autres. Matt, on vient de terminer une des parties des capsules instructives de Jiu-Jitsu brésilien. Ouais. On a été un peu partout, là. Clé de bras, soumission. Des étranglements. Twister, t'as subi le twister. Le twister, j'ai eu du fun à subir le twister. Enfin, on a vu toutes les positions de base qu'on voit surtout dans des combats d'arts martiaux mix. Donc, un beau topo. Puis surtout, ce qui est le fun, c'est qu'on les a mis en situation pour les expliquer. On a quand même ratissé très large là, pour que vous compreniez bien les grosses bases de ce merveilleux sport. Et tout ça va être disponible sur l'extra sur Chaos Sport. Alors, c'est ça, c'est les capsules du combat pour les nuls. Donc, c'est sur l'extra sur le site de Chaos Sport. Donc, il va y avoir une vingtaine de capsules qui vont être déjà mises en ligne. On en a fait 40 en tout. Ouais. Donc, les 20 premières capsules vont être en ligne à partir du 19 décembre sur le Chaos Sport, sur la plateforme Chaos Sport dans les extras. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir ça. Puis, j'ai une raison pourquoi on appelle ça capsule pour les nuls. Ben, c'est parce qu'en fait... Combat pour les nuls. Combat pour les nuls. On se mélange tout le temps, capsule, combat pour les nuls. Ben, en fait, c'est ça, démocratiser le sport du MMA surtout. Puis, c'est sans prétention. Les deux, on est ceinture noire du Jiu-Jitsu, ancien combattant de l'UFC. C'est sans prétention. Je pourrais vous expliquer des choses en micro-détail pendant 1 heure, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que monsieur, madame, tout le monde puisse regarder ça et comprendre c'est quoi une clé de bras, un triangle, un shoot, un double leg. C'est ça le but derrière tout ça. Ouais, vous allez voir, il y a des petites twists. Là, vous comprenez pas ce que je veux dire, mais regardez les capsules. Vous allez voir, c'est super bien fait, c'est le fun, c'est drôle. On se prend pas pour personne d'autre. Puis je pense que tout le monde va être capable de comprendre ce qu'on parle dans ces capsules. Absolument. Commençons avec le premier round. Round 1. Matt, encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses, mais 2 grosses nouvelles de boxe en partant. Ici au Québec, Ross Burr qui va être intronisé au Temple de la Renommée. Et là, pas avec n'importe qui. Là. Il va être intronisé au Temple de la Renommée avec Golovkin, Nigel Benz et Antonio Tarverne. C'est quand même gros. Là. Une très grosse cuvée, comme on dit, comme au Temple de la Renommée dans les autres sports. Ben, Ross Burr, écoute, about time, comme on dit. 45 ans de carrière. Exact. Tout ce qu'il a fait pour le sport, autant à la télé que dans le coaching, sa compagnie de gants de boxe Rival qui est partout dans le monde. Ross Burr, tout un personnage en plus, un bon. Tu sais, tout le monde aimait écouter Ross Burr, décrire des combats et tout. Je suis content pour lui, pour vrai. Puis c'est un Québécois, fait que c'est le fun. Là. Ouais, ben c'est le fun, exact. Puis tu sais, c'est un Québécois, mais tu regardes avec le monde qui a travaillé. T'sais, on parle des Usyk, Deontay Wilder, Lomachenko, David Lemieux, Jean-Pascal, évidemment, on l'a vu souvent avec lui, mais on parle des grosses pointures. Les meilleurs au monde qui a travaillé avec étaient dans le coin d'eux autres. Conseil de boxe, c'était le Cutman aussi. Ouais, il a fait partie de grands événements. Là. Tu peux pas durer dans des domaines de niche comme ça si longtemps puis travailler avec les plus grands sans faire quelque chose de bien. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours resté authentique. Fait que je pense que ça parle, puis oui, ça travaille avec des gros noms. Mais la cuvée est quand même incroyable. Rester authentique, je vais te dire, s'il y a de quoi dire, il va te le dire, ça. Puis on va essayer de l'avoir dans un des face-à-face ici au Chaos Show. Là, ça va être très intéressant. Puis, tu sais, ce que j'aime, lui, c'est que tu dis qu'il est authentique, puis avec tout le monde qui a travaillé, tu sais, on parlait des Lomachenko, on parlait des Usyk,
son moment préféré à lui, ça reste un championnat du monde avec un Québécois. Avec Otis Grant en 97, quand il a gagné le championnat du monde en Angleterre. Il dit à Sheffield, avec Otis Grant en 97, il dit ça, c'est mon plus beau moment en carrière. Avec tous les gars qui ont travaillé. Avec tous les gars. Hein. Mais il y a une saveur quand tu travailles avec un gars que tu connais depuis le début, un gars de chez vous en plus. C'est cool qu'il highlight ça comme ça. Ça va être la prochaine cuvée, Temple de renommée. Ça va être, on dit qu'il a été intronisé. Ça n'a pas été fait officiellement, mais avec tous les grands noms qui vont être là avec lui, avec Golovkin, Ben et Antonio Tarvern. Ça va se faire dans le début de 2026. Tarvern, je suis surpris qu'il n'était pas déjà intronisé. Oui, je pense, je ne sais pas si c'est comme au hockey, là, mais ça va au vote. J'imagine, ça doit être ça. Un vote des journalistes. Pas au vote, mais j'allais dire pas comme le hockey, mais au baseball. Au baseball, c'est souvent, ils vont voter pour entrer au temple de renommée. Peut-être au hockey, c'est le même aussi. Je sais pas. Mais une espèce de conglomérat qui vote. Ouais, des fois, puis il y a des plus aimés que d'autres. Mais Golovkin, je pense que c'était un no-brainer qui rentre directement avec toute sa carrière, on s'entend. Oui, puis ils viennent de prendre sa retraite aussi. Puis il sait qu'il dit je veux pas perdre, je veux pas faire le combat de trop. Donc, moi, j'admire tellement ça, Pat, là, si tu savais comment. Une autre grosse nouvelle de boxe qui va donner un combat de championnat du monde à un Québécois, à Christian Mbili, Terence Crawford, qui se fait enlever sa ceinture de WBC. Ouais. C'est quand même particulier pour des raisons quand même un peu banales versus les bourses. Là. Ouais. C'est quoi les montants? Donc déjà, je pense pour 400 000 $, il laisse aller sa ceinture. Bien, dans le fond, c'est des frais de sanctions à la fédération. Donc, quand tu gagnes de l'argent, tu as des frais de sanction à donner à la promotion WBC, WBO et tout de même. WBC avait des frais de sanction de 3 % avant. Ils ont descendu ça à 0,6 %. Parce que les bourses ce qui sont fait c'est ça. Ah ce qui fait que il y a 300 000 juste de son dernier combat contre Canelo Alvarez qui donnait 0,6 %. Donc, ça veut dire qu'il a fait autour de 50 millions. Ouais. Sauf que lui, ce qu'il dit, c'est que vous estimez que j'ai fait 50 millions, mais vous ne le savez pas à 100 %. Il dit, pour moi, ça ne fait pas de sens de vous redonner de l'argent quand c'est vous autres qui en faites plus que moi. Donc, à cause de ça, on lui a enlevé sa ceinture. Il dit, moi, ça me dérange pas, prenez-la votre ceinture. Il dit, moi, je ne paierai jamais ça. D'après moi, il va falloir qu'il paye quelque chose à un moment donné. Là. Ouais. Si c'est contractuel, c'est marqué dans le contrat. Mais si on y enlève ce titre-là. Je suis d'accord, mais écoute, comme il dit, c'est quand même un estimé. Les gars, là, moi, je serais curieux de savoir, là, parce qu'on entend toujours des chiffres incroyables. Là. 50 millions, le gars de Jake Paul, là, c'est 100 millions, puis je sais pas combien. 182 millions, puis 50 bon, bref, excuse-moi, j'ai un blanc. Mais tout ça pour dire, qu'est-ce qui leur reste vraiment, les gars? Mais quand même, il y a de la marge sur 50 millions. Moi, je pense que ce que ça décrit, tout ça, c'est que quand tu as un statut comme Crawford, la ceinture, dans le fond, c'est secondaire. Tu sais quoi? Georges Saint-Pierre m'avait dit ça à un moment donné. Tu sais, avant, l'UFC donnait une nouvelle ceinture à toutes les fois que tu gagnais. À ce temps, tu gardes la même et ils mettent des rubis dessus. Oui, c'est vrai. Mais avant, tu sais, Georges, quand il était en son temps, il ouvrait son garde-robe, il avait à peu près 7-8 ceintures. Là, c'est pour ça qu'il en a donné à des amis, il en a donné à des œuvres de charité, ils en font la même. Mais à un moment donné, je me souviens, j'étais allé chez eux, puis il y avait 3-4 ceintures qui traînaient dans le coin. Des 3-4 ceintures du UFC. Je dis, bro, c'est des ceintures. Il dit, man, pour vrai, moi, c'est un bibelot. Je m'entorche, pour vrai. Oui, c'est un bibelot. Moi, le titre est beaucoup plus important qu'une ceinture en métal ou whatever. Là, fait que je pense que tu as raison. Quand tu atteins un certain statut, tu dis, hey, regarde, la belt, c'est le fun. Mais tu sais, il l'a déjà eu plusieurs fois. Il dit, ça n'enlève pas le titre. Ça n'enlève pas que j'ai battu Canelo Alvarez quand même. Là. De là est l'expression le money fight. Quand tu es rendu à faire des money fights, parce que c'est plus gros que le titre. Le titre devient secondaire, en fait. Là. Mais bref, grosse nouvelle, mais est-ce que ça roule? Par la bande, c'est ça. Wow! Qu'est-ce qui arrive avec ça? Mais je te l'avais dit il y a 2-3 épisodes quand on a jasé de ça. Moi, je voyais pas Crawford défendre ce titre-là de toute façon. Peu importe la polémique là, avec. non, il est supposé monter de poids. Il voulait devenir champion dans une autre catégorie de poids différente. Ou descendre à 160. Ou descendre, descendre. En tout cas, il voulait changer de catégorie de poids. De toute façon, il voulait pas. Défendre ce titre-là, comme tu l'avais mentionné aussi, c'était pas ça dans ses priorités de toute façon. Non, c'est ça. Il collecte les belts rendus là. Mais Christian Mbili, wow. Puis ça va être cool. Puis il va avoir un bon adversaire d'en face. Puis là, la boxe, ça va donner un nouveau souffle au Québec. Là. Là, carrément. Là. Je sais pas, le combat va avoir lieu où. C'est annoncé déjà? Non, c'est en 2026. C'est pas annoncé encore. Ça vient d'arriver. Là. Exact. Ça vient juste d'arriver. Puis ça n'a pas pris de temps. Là. Non. Ça n'a pas pris de temps. Là, aussitôt que la nouvelle a tombé, je pense que genre une couple d'heures après, on dit OK, Christian Mbili va se battre contre Shiraz en 2026. Mais d'après moi, ça va être autour de mars
C'est ce qu'il disait. Il avait déjà parlé de fin janvier avant que cette nouvelle-là tombe. Mais ouais, ça va être bon. Puis c'est cool qu'il ne donne pas non plus un automatique rematch avec son ancien adversaire. Je pense qu'ils vont se recroiser à un moment donné. Mais des combats comme ça coûte cher à long terme dans ta jauge. Là. Ben, Shiraz, l'adversaire d'Mbili, 22 victoires, 18 KO. Il y a une défaite. Puis Mbili, 29-0, 24 KO. On parlait de Mathieu. Ouais. Comment que c'était peut-être un autre genre de Mbili un petit peu plus jeune. Mais Christian Mbili, tu le regardes boxer, c'est beau, c'est de l'art. C'est de l'art de la boxe. Ouais, puis il y a une vitesse, le gars. C'est ça qui est incroyable. Il est capable de la tenir pendant 10 rounds plus. Là. C'est ça qui est fou. Fait que c'est les nouvelles de boxe qui est arrivé cette semaine, des grosses nouvelles. Là, honnêtement, moi, je pense que la dernière fois que j'ai vu quelqu'un se faire enlever son titre comme ça, c'était une question légale, une question d'aller briser la loi ou whatever. Là, pas payer des frais de sanction. De souvenir, c'est sûrement déjà arrivé, mais moi, personnellement, de souvenir, je me souviens pas de ça. Outre que tu veux pas défendre contre l'aspirant obligatoire et des trucs du genre, mais sinon, comme tu dis, question, je l'avais jamais entendu celle-là. Tout ça pour dire que Christian Mbili va pouvoir se battre pour le WBC, qui est, honnêtement, je pense que c'est la plus prestigieuse. C'est encore la plus prestigieuse. La belle verte. On va se le dire, là. Ouais, la belle verte est emblématique. T'as la face de Mohamed Ali Mohamed dessus. Ali, Mike Tyson. Tu sais, dans l'ordre, là, puis vous pouvez en discuter dans les talkbacks après, là, mais t'as WBC, WBA, IBF, WBO. Je pense que t'as encore ça à ce jour. Ouais. WBA, t'as encore close second, mais WBC, ça veut tout dire. Ouais, c'est ça. C'est la plus prestigieuse. Ouais, je pense que oui. En fin de semaine, c'est passé aussi un gros gala, l'UFC 323, le dernier combat de télé à la carte ici en Amérique du Nord, parce qu'on sait que là, ça s'en va sur Paramount. La fin d'une heure. Là-bas, de l'autre côté. La fin d'une ère aux États-Unis, ici, ça va rester pay-per-view. Gros gala. La finale, Peter Yan face à Dvalishvili, un combat revanche. Dvalishvili qui défendait son titre pour la 4e fois cette année. 4e coupe de poids aussi cette année. Ce gars, c'est une machine. Il n'a pas manqué de jus. Non, c'est pas ça le problème. Puis honnêtement, le problème, c'est pas Dvalishvili qui l'a eu. Qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? C'est que Peter Yan est arrivé. Moi, je pense que c'est la plus belle préparation depuis dans un combat revanche que j'ai vu de la part d'un combattant. Peter Yan est arrivé là. Man, c'était de toute beauté. C'était un masterpiece. Vraiment, il est arrivé avec une solution. Puis tu as vu que c'était pratiquement chirurgical à quel point il avait étudié, parce que dans le premier combat, on s'entend, ça n'avait pas bien été pour lui. Ben, ça avait pas bien été. Il était supposément blessé. Il était supposément blessé à l'épaule. Il y a eu 49 tentatives d'amener au sol, puis Dvalishvili en a réussi juste 11. Là, tu dis juste 11, mais il reste que ça avait donné le ton. Mais c'est pas seulement les amener au sol qui avaient fait gagner le combat de Dvalishvili. Il avait gagné tous les rounds, 50-0, 50-45. Mais c'est juste que Dvalishvili Yan n'était pas capable de se défaire de l'emprise de Dvalishvili. Il acceptait un petit peu trop la position. Parce que Dvalishvili a de la misère à garder ses adversaires au sol. Il les amène à terre 50 fois par combat, mais il n'est pas capable de les garder à terre. Mais là, ça fait de la différence. Puis on le sait aux yeux des juges maintenant, depuis plusieurs années, si tu ne gardes pas l'adversaire au sol, le takedown n'a pas tant d'impact pour le juge. Une défense d'amener au sol peut avoir de l'impact pour les juges, par contre. Puis c'est ce qui a parlé beaucoup, mais quel ajustement incroyable. Puis je déteste toujours les excuses. « Ah, j'étais blessé au dernier combat, ces choses-là. C'est à toi de ne pas le prendre. » Mais là, je suis forcé d'admettre que c'était vraiment ça. Écoute, les défenses au sol, les défenses d'amener au sol étaient incroyables. Il y a takedown. Il a slammé sa tête. Il a slammé sa tête debout. On le savait, la boxe de Peter Yan est incroyable. Ses kicks qui ont rentré au foie, c'était magistral. Il l'a blessé. Là. Ouais. Pour qu'à ce niveau-là, le gars qui reçoit le coup le montre, c'est parce que c'était bien placé, très puissant, puis on l'a entendu le son. Hein. Ouais. Ça a claqué là, à la bonne place. Une vraie tape, t'as entendu Dvalishvili faire « Ah! » Ce qui est jamais bon auprès des juges. Mais Peter Yan, la façon qu'il boxe aussi, avec une main au visage comme ça tout le temps. Mais ça n'a pas toujours été de même. Je pense qu'il a ajusté son standing pour être prêt à être un petit peu plus bas sur ses pattes aussi, parce que c'est un gars de Muay Thai. C'est un gars les gars de Muay Thai, ils se battent beaucoup plus grands. Mais là, il a ajusté son standing. Il a tout ajusté, dans le fond. Là. Puis, d'après moi, il a perdu peut-être le premier round parce que c'était serré, puis on ne sait jamais. Tu donnes aux champions, mais après ça, là, moi, je pense qu'il a gagné 4-1, là, ce combat-là. C'est sans aucun doute. Puis, il y a deux juges qui ont donné ça aussi. Sans aucun doute, puis je vois pas qui va le détrôner à court terme. Il y a des noms qui commencent déjà à circuler, dont notre Québécois Eman Zabi, mais il va être dur à détrôner. Puis, tu sais, quand tu regardes avec le recul, Peter Yan, il y a eu toute la polémique quand il a donné le coup de genou illégal, il a perdu son titre contre Sterling. Après Sterling, il y a eu un combat, il a comme crack le code de Peter Yan pendant une soirée. Je suis pas sûr sur un 2-3, Sterling gagnait
une autre fois, pas nécessairement. Après, le UFC... ça, Sterling, il est sorti, il dit moi, j'avais 3-2 pour Dvalishvili. Je dis, OK, t'as regardé quel combat, toi? T'es pas là, toi? Ça a beau être ton ami et ton teammate, là, pouce, mais pouce égal, comme on dit. Dans aucun monde, il y avait 3-2, là. Fait après, ils n'ont pas donné des combats faciles. Il s'est fait voler contre Sugar Sean. Mais ça, moi, c'était le vol des 5 dernières années. C'était ridicule. Fait il n'y a pas eu une run facile. Mais Peter Yan, je pense qu'il va être là pour un petit bout. Il va être... Surtout avec ce qu'on a vu là. Parce que là, on le connaissait comme un striker, puis peut-être une faiblesse sur la lutte. Ben non, aucune faiblesse. Elle est finie, cette faiblesse. Ouais. Ça va être intéressant de voir le futur pour Yan, parce que là, t'as... Sugar Sean. O'Malley, c'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert, mais là, il se bat le mois prochain. Ça va être la fin. Il y a peut-être une porte pour Heyman. Peut-être une porte pour Heyman que Dvalishvili a nommé son nom. T'as Nurmagomedov qui est là aussi encore. Oui, Omar qui est toujours là, mais j'aimerais voir Heyman peut-être faire un autre combat avant. Une performance sans faute de Peter Yan qui redevient champion. Ouais. Donc, il n'avait pas réussi à défendre son titre avec succès, justement, à cause de la polémique avec le coup de genou. Mais là, redevient champion. En demi-finale, dommage. Ça fait partie du sport. Alexandre Pantoja face à Joshua Van. Cœur brisé pour moi. Blessure dégueulasse, on va se le dire. Puis moi, tu sais... J'avais pas vu l'épaule. Supposément que c'est surtout l'épaule. Non, c'est le coude est dégueulasse. C'est le coude. Les dirigeants de l'UFC, en arrière, le backstore, je sais pas ce qui est arrivé, mais l'information est sortie que c'était disloqué l'épaule. Ouais. Puis là, tout le monde, c'est quoi l'épaule? Regarde c'est vraiment le coude, là, c'est dégueulasse. Puis après ça, ça a sorti que oui, c'est vraiment le coude. Puis là, il n'a pas voulu trop en parler du dommage. Il dit, je vais revenir rapidement. Mais on n'a pas parlé vraiment du dommage. Est-ce que les ligaments ont été pétés? Est-ce que c'est juste une dislocation? Peu importe. Mais... C'était dégueulasse. Je m'en souviens, là, moi, je décrivais les combats. On était rendu on a fait de la TVA Sport 2, les combats préliminaires, puis après ça, à pay-per-view. Puis il n'arrêtait pas de montrer en boucle la reprise. Encore plus de zoom sur le bras. Là, c'est beau, là. Moi, ça m'écoeure, ces affaires. Ça me fait penser dans Pride, Shogun Rua, qui avait eu cette blessure-là. Contre Coleman. Ouais, contre Coleman. Ça avait fait une brawl après dans le ring. Incroyable, mais 101, là, les jeunes à la maison ou les amateurs d'arts martiaux mix ou ceux qui en pratiquent, tu veux jamais poster avec ta main. Non. T'es supposé faire un break fall. Accepte. Là, je suis pas en train de donner des conseils. Non, je sais. Parce que ça va vite. Mais ça, c'est les blessures les plus dévastatrices, c'est un post. Moi, ça m'est arrivé quand je me suis battu contre Crafton Wallace quand je me suis fait mettre dehors à l'UFC, quand je me suis battu contre Crafton Wallace, je l'ai élevé, puis je l'ai enlevé à terre, puis il a essayé de poster avec sa jambe. Sa jambe, elle a éclaté. C'était pas beau. Mais c'est ça. Fait que c'est la même chose. Un coup que t'es parti, je comprends que tu veux. C'est un réflexe naturel. Tu fais amortir le takedown, mais c'est ça. Tu as un danger là-dessus. Puis c'est plate parce que là, il perd son titre. C'est un de mes préfs, Pantoja, en plus. Je l'aime au début, Joshua Van, quand il a gagné, j'étais OK, il m'a gardé un petit gêne quand même. Là. Il courait partout. Puis à un moment donné, on dirait qu'il a réalisé. Là, OK, c'est beau, c'est vrai. Oui, j'ai gagné, mais c'est un peu coup d'épée dans l'eau. Là, il va dire ouais, mais c'est moi qui ai attrapé la jambe et je l'ai fait tomber. OK, c'est correct. Mais tu sais. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est ça. Moi, personnellement, vraiment. Puis en conférence de presse, il a persisté et signé après. Ouais. Tu sais, God Kid. Je comprends. Je te dis pas de pas prendre la ceinture et dire à Dana, non, je la veux pas, mais premièrement, c'est pas juste un champion ordinaire, Pantoja. C'est un champion générationnel, je pense à 125 livres. Ça prend un automatique rematch, premièrement. Mais là, ça tout dépend de la blessure de Pantoja, mais moi, j'ai pas aimé sa réaction avant. Perso, il a pas gagné mon estime ce soir-là. Je comprends qu'il est jeune, excité. Il est jeune. C'est le premier champion de l'UFC qui est né dans les années 2000. Ouais, ça deuxième plus jeune champion après John Jones. 24 ans, 57 jours. Très bon. C'est un gros fait d'arme pour lui. Je pense pas qu'il passait Pantoja ce soir-là, de toute façon. Pantoja est sorti fort. Il est sorti fort. Je pense qu'il l'aurait traversé. Mais ça va être intéressant de voir la longueur de la blessure de Pantoja, s'il va avoir un combat revanche immédiatement. Pantoja, quelque chose de genre. C'est ça. Super jeune non plus. Ouais. Mais bon, écoute, l'avenir, c'est ça pareil. Hein. Joshua Van faisait partie de l'avenir. Il a monté, je pense qu'il a monté il a battu Rival, qui, honnêtement, on pensait pas que ça allait arriver tant que ça. Mais il reste qu'il l'a fait. Ouais. Il n'a pas volé sa place pour aller chercher le titre. Dans tout un combat contre Rival en plus. Il y a eu aussi Moreno contre Taira. Taira qui est bon, man. Il a confirmé ce qu'on Est-ce que c'était un arrêt prématuré? Oui. Moi, perso, oui. Surtout considérant, parce que ça, il ne faut pas se cacher. Là. Il y a un statut auprès des arbitres. Absolument d'accord. Puis, un ancien grand champion comme Moreno, il faut que tu lui laisses un peu de temps pour travailler. Surtout à 125. Le knockout ne devient pas aussi puissant
que je dis, les frappes viennent pas de façon aussi puissante qu'un heavyweight, moi, je pense que c'est vraiment un early stoppage. Puis, je dis pas que Moreno aurait gagné, mais il en manque un petit peu. Mais là, ça met la table à Taira peut-être pour Joshua Van. Je pense que ça va être si logique. Pantoja revient pas vite, il y aurait peut-être un petit peu de travail à faire sur son mic skills, par exemple. Quand il prend le micro après, il fait juste crier. Mais non, mais ça vaut aucun bon sens, là. On aurait dit l'ancienne annonceuse de Pride Ben dans oui. le temps. Non, c'était pas chic, mais de toute façon, moi aussi, je pense que c'est un arrêt prématuré. Ouais. Il reste que c'est pas de la faute à Taira. Ben non, Taira a fait pas sa son job. problème. Donc là, je pense que ça peut, ça va monter. Ben, moi, je pense que c'est le combat logique. Là, comme tu dis, si Pantoja ne revient pas en dedans de 6 mois, je donnerais le combat parce que Van est prêt. Van est prêt, puis tu sais, en fait, on va en parler, mais Rival qui va aller se battre aussi contre Manel Cab. Si Rival gagne, est-ce qu'il reprend son aspirant numéro 1? Tu sais, il a déjà battu Taira. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est là que tu vois que style make the fight. Hein? Van, il a vraiment passé au travers de... Ben non, pas passé au travers. Ça a été un furieux combat serré contre Rival, mais je pense vraiment que Van avait gagné décisivement. Mais il a battu Taira. Mais moi, je pense que le combat logique serait Van contre Taira. Cejudo contre Talbot. Cejudo qui prend sa retraite sur un combat dur. On a vu vraiment le flambeau se passer dans ce combat-là. Ils sont déjà entraînés ensemble. Hein? Oui, ils sont déjà entraînés ensemble v'là un petit bout. Tu sais, Cejudo, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il s'est créé une espèce de personnage de Grinch avec les années. Mais c'est tout un champion. Là. Deux fois champion dans chaque catégorie de poids qu'il a évolué. Il a défendu son titre aussi, en plus, avec succès. Champion olympique, Triple C, c'était ça, là, Cejudo. C'est dur à battre. Puis, tu sais, je pense que son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir battu Mighty Mouse, en plus. Mighty Mouse était Prime. Dans son prime. Prime Mighty Mouse. Une split de ses jeunes serrée, mais il a gagné, puis c'était pas 0-1 vol là. Toute une carrière. Comme tu dis, c'est le personnage qui s'est créé. Lui, ça a été sa voie de faire parler de lui. Okay? Surtout dans ces poids-là, comme on dit tout le temps, qui sont peut-être moins populaires. Moi, je pense qu'il l'a bien fait. Un méchant, c'est jamais... T'es soit le gentil ou le méchant. Faut que tu sois un des deux, je pense, pour faire parler de Des fois, toi. c'était awkward. Tu te souviens quand il est arrivé en conférence de presse avec des toutous, avec quand il s'est battu contre TJ Dillashaw, avec le serpent qui frappait à terre. Toi, qu'est-ce que tu fais, man? Tu vois qu'il se forçait à être ça. Tu sais, tu regardes un gars comme Colby Covington ou Connor à l'époque, c'était naturel. Lui, c'était un peu cringe, comme on dit. Mais non, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai rien à dire contre ce gars-là. Son podcast avec Ousmane, en plus, je sais pas si tu l'écoutes des fois, il est quand même très bon. Tu sais, les gars ont des bonnes analyses. Tu vois que c'est un personnage chez Ojo qui se crée. Puis il a tombé, ce personnage-là, dans ce combat-là. Ouais. Tu sais, après, c'était super classique. Même la semaine précédant le combat, c'était pas le Cejudo cringe qu'on connaît. Fait que, non, super. Le flambeau est passé, mais Talbot. on en avait parlé la semaine passée. Et Pocock, c'est pas mal l'avenir, je te dirais. Ouais, l'avenir qui s'en vient maintenant. Tu sais, quand il l'a amené à terre au premier round, là, puis il regardait, c'est comme... Tu veux, là, on dirait que c'est là que ça s'est fait. Ouais. Quand il l'a amené à terre, il a regardé la caméra, puis on dirait que là, ça a fait... OK, là, le flambeau est passé. Tu viens de take down un ancien champion olympique. Champion olympique. Oui, en arts martiaux mixtes, c'est pas pareil. Il y a des frappes, les setups sont pas les mêmes. Au sport, on est en train de bâtir une grande famille avec plusieurs contenus, dont évidemment le hockey, le football, le soccer, le golf et maintenant des sports de combat. Sur l'application causport.tv, ben, vous avez de l'extra, vous avez des entrevues également. On a l'application que vous pouvez télécharger et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dans un match de lutte seulement, je suis pas sûr qu'il take down Cejudo, là, OK? Mais il l'a fait pareil. Non, ouais, avec Uranagi, là, une espèce de crochet à l'intérieur. Là, il me faisait penser aux défenses de takedown de Peter Yan, justement. Flow avec le gars, capable de tourner. Ses hanches tournent autour de l'amener au sol. Fait qu'il est toujours capable de scramble back. Puis debout, mais là, Peyton Talbot, c'est tout un problème aussi. Bon, là. Il est bon. Vraiment Puis, bon. tu sais, je pense que c'est ça. Il y a eu un faux pas quand il a perdu. Ben, c'est une erreur. Ouais, peut-être. Le jeunesse, je trouve. Mais il est revenu, là, il a gagné deux combats de suite, puis là, il vient de battre un ancien champion du monde. C'est tout le temps bon d'avoir ça sur ta liste. Oui. Même si peut-être Cejudo n'était plus ce qu'il était, là, il était sur 3 défaites de suite, ça reste quand même l'ancien champion du monde. Puis il est allé, Cejudo. C'était pas un walk in the park. Il a vraiment essayé de l'amener au sol, il a essayé de boxer beaucoup avec. On sait que sa boxe n'a jamais été sa force. Mais, il a tout essayé. Il a tout essayé. J'admire ça. D'autres combats qu'il y a eu cette soirée-là, ça a été vraiment une grosse soirée. On ne va pas s'éterniser là-dessus parce qu'on a énormément de choses à parler aujourd'hui pour le dernier show de l'année. Mais Marvin Vettori, Edson Barboza, 2 défaites. Est-ce que... Ben là, Vettori, 4 défaites de suite. J'en parle parce que lui, s'est déjà battu en combat de championnat du monde. Barboza, une légende de l'organisation, mais il est rendu à 38 ou 39 ans.
Et sur une séquence de défaite aussi, puis là, le menton commence à se faire Il est suspect. suspect. Ça s'enligne vers la fin. Tu sais, Barboza, il fait longtemps qu'il roule sur son fameux spinning kick, là, son highlight. Tu sais, à un moment donné... Non, mais... Moi, si j'étais Terry Hatem, j'aurais hâte qu'il prenne sa retraite pour Moi plus que aussi, ce maudit highlight qui roule celle-là. Eh oui. Mais oui, tu sais, Vettori, je pense qu'il vient complètement, tu sais, lui aussi, l'étoile pâlie. Ouais. Tu vois que c'est un combat en sous-carte en plus. Mais oui, moi, j'étais Barboza, je prendrais ma retraite peut-être. Ouais, puis Vettori est encore 14e. Là, il va sortir des top 15 mondiales. Il cherche, là, pour voir. Ah, carrément. Je viens pas. Rapidement, il y a eu Karate Combat aussi en Floride. Ouais. Je veux dire, on en a déjà parlé. Moi, je veux juste parler de la finale. Et pas nécessairement de la... Parce que la finale, c'était Robelis d'Espagne qui s'est déjà battu à l'UFC. A été aux Jeux olympiques en taekwondo. Il se battait contre Sam Alvey, qui était le champion, qui était comme... C'est comme redécouvert là-dedans. Sauf que là, à un moment donné, l'arbitre voulait-tu que Sam Alvey se fasse tuer? Là? Je sais pas. C'était bizarre. Pour vrai, ça n'avait pas d'allure. L'arbitre ne savait pas ce qu'il faisait. Il laissait le gars... À un moment donné, il l'a knocké à terre. Il l'a laissé frapper à terre. Après ça, il l'a knocké après. Sam Alvey, c'est un tough. Là. Il s'est relevé, mais clairement, le combat était supposé être arrêté au moins à 3 fois. Là, l'Espagne, il est là, OK, correct. Là, il varge là, à coup de poing, à coup de pied. Ça a fini avec un coup de pied à la tête. Il était knocké dans le bowl, là, dans les murs. Mais honnêtement, c'est un des... En fin de semaine, UFC 323, il y a eu 2-3 jobs d'arbitre qui a été vraiment de la merde. Là. Mais celui-là, ça, c'est quasiment un crime. C'est de l'incompétence... Mettons, dangereuse. Dans n'importe quel autre domaine professionnel, c'est une faute lourde. Cette personne-là devrait être suspendue de sa licence d'arbitre. Ouais, c'était n'importe quoi. Puis, j'aimerais savoir, c'est quoi les sanctions sur ces combats-là? Exemple, je me posais cette question-là justement en regardant le topo de ça, puis avec le UFC BJJ qui s'en vient en fin de semaine. Est-ce que les commissions athlétiques sanctionnent ces combats-là? Oui, t'as pas le choix. Karate Combat, OK, mais UFC BJJ, étant donné qu'il y a une bourse, OK. Ben, je sais pas s'il y a un loop je ne pas parler à travers mon loi. chapeau, là, mais ça serait à vérifier pour vrai. Ouais. Parce que... Ça fait pas pro, là. Ça n'a pas fait pro, pantoute. Non, mais... Oui, sauf que tu comprends qu'il y a l'organisation puis il y a les arbitres. Oui, ils travaillent pas ensemble. Ça, c'est séparé. Les arbitres de l'UFC qui travaillent à l'UFC, c'est pas l'UFC qui décide. C'est la commission athlétique. C'est 2 affaires. C'est pour ça qu'il y a tellement de polémiques. Là. Ouais. C'est pour ça que des fois, Dana White qui va te critiquer les arbitres, puis il va all-in. Des fois, il a raison. Steve Mazzagatti, à un moment donné, c'était rendu une risée. Là, mais à un moment donné, la commission athlétique dit « OK, c'est correct. » Comme Chris Lee. Chris Lee, qui était pas juste une mauvaise arbitre au hockey. Là. Il juge aussi à l'UFC, que c'est pas le même gars, mais il a le même nom, puis il est aussi mauvais. Là. C'est pas un bon nom pour être dans le domaine des officiels. Non, c'est vraiment pas. One FC. Ouais, exact. C'est passé le 5 décembre dernier. C'était un Fight Night. Ouais. J'en parle parce que, oui, tu sais, je vais parler de la finale rapidement. En finale, tu avais le championnat des poids Bantam entre Fabricio Andrade, qui était le champion. Il était détrôné par le Mongol. Bon, excusez encore la façon dont je vais nommer le nom. Enk Orgil Bataruku. C'est toi qui as de l'air de Mongol quand tu je sais. C'est une blague culturelle que ça, c'est vrai, ça, c'est pas fin. T'acceptes pas ça. C'est pas fin. Salutations à nos auditeurs mongols. Donc, victoire par soumission. Quelqu'un que je pense que son étoile va vraiment monter dans le réseau asiatique d'arts martiaux mixtes. Ça se passe en Asie, ça. Ouais, semble très, très populaire. Donc, grosse victoire. Mais ce que je voulais parler, c'est que c'était encore une fois un gala mix où il y avait des combats de grappling dessus aussi, des combats d'MMA, des combats de kick. Donc, c'était très intéressant. Diego Reyes, qui est un ancien qui est champion de ADCC, qui remporte la ceinture des poids mouches en grappling, donc en jiu-jitsu. C'est l'ancienne ceinture détenue par Mikey Musumeci avant qu'il devienne l'ambassadeur de UFC BJJ. Il l'a laissé aller. Oui, il l'a laissé aller, il est parti. Fait que c'est son ancienne ceinture. Diego Reyes, un gros nom en jiu-jitsu quand même dans les poids mouches. Mais ce que je voulais surtout parler, il y avait une belle histoire dans ce gala-là, c'est la légende Marcelo Garcia. Tout le monde connaît un petit peu le jiu-jitsu minimalement, tu connais ce gars-là. Ouais. C'est un des plus grands champions de l'histoire. Tu avais Roger Gracie, puis tu avais lui dans la même époque. A tout gagné. Guy, ADCC, c'est lui. Ah, c'est une solide légende. Lui a aidé à populariser ADCC. Marcelo Garcia, c'était l'icône des guillotines, le North-South Choke. Écoute, c'est incroyable. On appelle ça des Marcelotines en plus, tellement qu'il est incroyable. Fait que, grosse légende. Malheureusement, en 2023, diagnostiqué d'un cancer à l'estomac. Puis, en plus, c'est un cool guy. C'est un des meilleurs ambassadeurs. Un style un peu gêné, très à sa place. Tout le monde l'aime dans la communauté. Attrape malheureusement un cancer.
toute la communauté du Jiu-Jitsu s'est levée pour l'aider, le supporter financièrement. Puis tout. Il y a un gros gym à New York, Marcelo Garcia Academy. C'est reconnu, tout le monde va s'entraîner là. Tu as Renzo Gracie, tu as lui. Fait que toute la communauté s'est mobilisée pour l'appuyer. Puis là, il a fait un combat retour. Il était à la retraite, mais il voulait se lancer un défi contre Lachlan Gillis à One Jiu-Jitsu, à One FC. Combat remporté par Lachlan Gillis, par Clay John, qui est un spécialiste, une autre légende, mais c'était vraiment un beau combat. Plein de respect. Puis voir une légende comme ça à 42 ans revenir, là, c'était vraiment beau. J'avais quasiment une petite larme à l'œil. Ouais, ben tu sais ça. Tu vois les légendes, puis tu sais, des espèces de mentors Exactement. que tu as regardés, puis c'est eux autres qui ont fait, là, ils ont pavé le chemin, puis qui ont fait découvrir ce sport-là aussi. Oui. Populariser le sport. Puis surtout quand c'est des, tu sais, comme on parle des fois des mauvais personnages d'un sport de combat, lui, c'est complètement le contraire, là. C'est un genre de Georges Saint-Pierre du Jiu-Jitsu. Ben justement, c'est peut-être pour ça que WNO existe aujourd'hui, à cause de ces gars-là. Bien sûr. À cause des grosses compétitions de Jiu-Jitsu. Maintenant, là, c'est eux autres qui ont pavé la voie, qui ont fait découvrir les pionniers de ce sport-là. 100%. Sans des Roger Gracie et des Marcelo Garcia de ce monde, le Jiu-Jitsu ne serait pas ce qu'il est rendu aujourd'hui. Fait que je trouve ça vraiment le fun que One organise un combat comme ça. Puis là, parle-nous donc justement du WNO qui s'est passé. Le Gala Pro que j'ai parlé il y a 2 semaines a eu lieu finalement vendredi passé. Luke Griffith qui bat Felipe Pena. C'est pas une... Ça pouvait arriver, mais Pena, qui est quand même une légende, comme je rappelle, il a battu 2 fois, il a tout gagné, puis il a battu 2 fois Gordon Ryan quand même. Ouais, quand même. Mais Luke Griffith qui réussit à le vaincre avec un gros rear naked choke, très bon combat. Puis là, il y a une petite polémique à la fin. Ah, ça s'est bassé, hein? Ça brasse des fois. Ça brasse non, souvent. Mais il va y avoir une petite animosité entre ces deux-là avant. Là. Parce que Luke Griffith, qui est un partenaire d'entraînement de Gordon Ryan, qui vient de la Danaher Dead Squat avec John Danaher, il y a une rivalité entre les deux. Puis Gordon Ryan était sur place. Luke Griffith aurait tenu le choke un peu trop longtemps au goût de Felipe Pena. Les deux se relèvent. L'as-tu fait? Un peu. Une petite affaire, mais pas... C'est pas le pire que j'ai vu de ma vie, mais un peu quand même. Surtout que c'était un choke qui était carrément sur le menton. Il l'a tenu un petit peu longtemps. L'escarmouche, la mêlée éclate. Gordon Ryan saute sur le tapis. C'était juste drôle. Il n'y a pas eu de coup d'échanger, mais c'était drôle. C'était plus du théâtre, là, si on veut. Puis, comme je vous avais parlé, la jeune sensation Elena Crevar qui conserve son titre face à Juliana Bosher. Grosse clé de cheville. Elena Crevar, là pour longtemps. Elle a encore montré tout son talent. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce qui en vient, ben, on passe ça dans le deuxième round. Round 2. Deuxième round, on va faire des flash news. Parce que dans les Hypoke News, on va faire nos combats de l'année, les soumissions de l'année, les codes de l'année, de part et d'autre. Je sais pas qu'est-ce que tu as sur ta feuille. C'est un secret. C'est un secret. Donc, on va débattre de ça. Donc, c'est pour ça qu'on va se garder un peu de temps pour débattre de ça, justement. Mais le deuxième round, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? You can see me. Un grand moment pour la lutte. Ouais, une légende. John Cena qui va prendre sa retraite le 13 décembre prochain. Ça va être à Washington, D.C. lors d'un Saturday Night Man event. Oui, il prend sa retraite. Ça va être un grand moment. Moi, ce que j'ai trouvé plate un peu, c'est que c'était sa tournée d'adieu cette année. Il n'a pas trouvé qu'on avait mis beaucoup d'emphase là-dessus, avec tout ce qu'il avait donné à la lutte. Il a quand même donné le dernier titre qui lui restait pour devenir le 25e champion du Grand Slam. Mais il dit, regarde, moi, je vais prendre ma retraite dans 3 semaines, puis personne ne va se rappeler de moi. J'ai trouvé ça... Il est amer de ça. Quand même amer, puis j'ai quand même trouvé ça... Puis c'est vrai ce qu'il dit. Hein, bien souvent, quand une légende quitte, il doit avoir tout un... Comment je pourrais dire? Un lendemain de veille. On parlait juste avant de rentrer en ondes, justement, là, quand tu as pris ta retraite, il y a comme un effet de vide. Que tu sois un retraité d'une chaîne de montage ou un ancien athlète professionnel. Surtout ceux-là, les lutteurs, ils sont tout le temps sur la route. Ces gens-là sont jamais chez eux là, à l'année longue. Fait que, il semble un peu amer, mais réaliste en même temps. C'est vrai, dans 2 mois, on n'en parlera plus de John Cena. Mais pourtant, sa tournée d'adieu, c'était bien, je trouve. Ben, lui, moi aussi. Ben, en même temps, je te dis, ils ont donné là, vous allez dire, ils ont donné. Ouais, mais ils ont donné. C'était scripté. C'est ça la lutte. Ça reste des athlètes incroyables, mais ça reste que c'est scripté. Athlétique, là. Puis ils ont donné le dernier titre, qui était le titre intercontinental, je pense. Ou américain. Non, c'était intercontinental. Ce qui fait qu'il avait gagné les 4 titres majeurs, qui devient le champion Grand Slam, le 25e. Donc, tu as le champion du monde, champion des Amériques, tag team qui avait gagné avec Shawn Michaels. Heavyweight aussi. Puis intercontinental. Ouais, fait que ça devient le Grand Slam. Donc, je pense qu'on lui a donné ce qu'il méritait. Là. À un moment donné, dans ces grandes tournées d'adieu-là, tout est dit, tout est fait. Il faut que ça finisse. Ben, justement, on a tout dit, on a tout fait sur John Cena. On va passer sur... Puis il est fait en Europe, à Lyon, qui va se passer aussi le 19 décembre, je ne me trompe pas.
Ou le 20. Non, Le 20. Ouais, Peu importe. On voulait parler de ça parce que Fred Dupont était supposé de se battre sur cette carte-là. Puis, non, c'est ça, c'est en fait ça. En fait de semaine. Ouais, c'est en fait de Il semaine. partait. Il était à l'aéroport. C'est vrai, il était à l'aéroport. Il était à Puis en l'aéroport. plus, il dit ouais, ton gars, il s'est blessé, il est pour l'autre. Fait que pas de temps de trouver un combattant de remplacement. Ça, c'est crève-cœur. Il avait dit non à un combat chez Samouraï en plus pour Ouais. ça. Samouraï avait dit tu peux y aller et tout. Je trouve ça triste. T'as préparé autant, tu le sais, Pat, c'est quoi? Une grosse préparation. Fred Duprat, c'est un gars qui a le couteau entre les dents. Puis tu sais, d'où vient mon débat tout le temps? Je me dis tout le temps, tu sais, il y en a qui vont dire ah, t'as été payé tant pour gagner en 15 secondes. On devrait être payé pour s'entraîner Voilà. et non pas pour se battre. Voilà. Tous les combattants, là, c'est notre récompense de se battre. On se battrait gratuit. Tu sais, mais là, c'est pour ça, pourquoi je dis ça, c'est que là, il n'est pas payé. Faut que Tu sais, ce il n'y modèle aura pas d'affaires-là change de un jour. compensation. Je pense pas que PFL va lui donner une compensation. En tout cas, à l'UFC, il n'en donne pas. Je serais fort surpris. Tu sais, PFL, je ne connais pas leur modèle d'affaires, mais tu sais, à l'UFC, si tu te blesses 2 semaines ou 1 semaine avant le combat, hey, fuck it. Ils ne vont pas te dédommager Non. sur l'entraînement que tu as fait pour ce combat-là. Puis, tu sais, on s'entend, il n'y a pas de millions de dollars là-dedans là, pour ces gars-là. Au Québec, Fred n'a pas travaillé pendant ce temps-là, ou en tout cas, je sais pas, là, je suppose. Non, mais Il n'a pas travaillé 40 heures en s'entraînant. s'entraînant pour aller à la PFL. Ouais. Il a mis toutes ses énergies là-dedans, ce qui n'est pas très payant. tu sais. le temps, Lui, c'est de l'argent. il y a des commanditaires, mais on s'entend, il ne reçoit pas des chèques à coût de 100 000. Pas Nike, là. Non, fait que je trouve ça super triste. Ouais. C'est vraiment plate. Puis tu sais, ça t'arrive à l'aéroport, pense-y, Pat, là. Ça peut pas être payé que Oh, ça. ça peut pas être payé que ça. Là. Moi, je souhaite un bon début d'année 2026 à Fred parce qu'il est mûr. Il est mûr, Ouais, Fred, puis il- tu sais, en tout cas, j'estime que leur modèle d'affaires aussi, ils vont considérer ça puis qu'ils vont leur booker le plus rapidement possible sur une J'espère carte bien. de PFL ou quitte à le rentrer dans le tournoi direct. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, c'est un gars dangereux. C'est pas de sa faute, là. Ben Tu sais, prenez soin de lui. là. En plus, je pense qu'il Puis il est remplaçant. dangereux. là. Ah, Ouais, il est remplaçant en plus. je vous dis, une des 2 pires guillotines que j'ai subies de ma vie. Main event, ça va être Nebkov contre Ferreira, un combat de titre vacant des poids lourds. Et Chris Cyborg, qui est là encore, qui va se battre face à Sarah Collins, la pauvre Sarah Collins. Je pense que ça ne sera pas très long. Chris Cyborg qui disait qu'elle est invaincue depuis 7 ans, puis blablabla. Mais c'est ça. Tu sais, je pense qu'elle reste encore dangereuse, Oui. mais un peu moins un attrait. L'aura est l'attraction. passée. L'aura. J'allais répondre froidement. Exact. Eh ben. Eh bien. Évidemment, Anthony Joshua face à Jake Paul. Ouais. Ça va se passer. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Ça va se passer le 19 décembre prochain. Il n'y a plus de fine analyse à faire de ça, à part que la semaine. Le Fight Week va être intéressant. Le Fight Week Les va être conférences de intéressant. presse vont être drôles. À part qu'il y a une clause que le monde avait dit de go easy on Jake Paul dans le contrat à Joshua. Puis Joshua a dit non, il n'y a pas de clause de ça. Là. Puis c'est qui a dit ça? C'est Tyson Fury. Tyson Fury, il dit honnêtement, il dit si Joshua veut le tuer, il peut le tuer. Là. Il dit c'est dangereux ce combat-là. Là. Faire sa part. Moi, je l'ai dit 2-3 fois sur le podcast. Oui, c'est dangereux. En tout cas, moi, j'irai pas. Non, prix-là. c'est ça. Mais bon, écoute, c'est un combat Le avec 19, beaucoup c'est le d'argent. party de Noël du gym à l'Académie Connexion. On va écouter ça sur la grosse Ça va TV. être fantastique. C'est un Mais- cirque, mais on va l'écouter. Exact. Mais on va l'écouter. Oui, c'est un cirque, mais avant ça, c'est un moins cirque, par exemple. Léla Baudouin qui se bat pour le championnat du monde face à Bob Wagner. Gros combat pour elle. Le combat a été déplacé. C'était supposé être le 14 novembre. Après ça, hey, ça va me donner un mois de plus pour être préparé. Let's go. Ça, on dirait pas que ça l'a dérangé. Non. Ça peut l'être, ça peut être mentalement. dérangeant. Ça peut être dérangeant. Peut-être que Bob Wagner, ça l'a dérangé. Peut-être. Ça, on ne sait pas, là, mais l'important, c'est qu'on a des nouvelles de Léla, puis Léla a dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, Bonne chance pour elle, ça serait Ah, incroyable. ça serait À serait Shock the fantastique. World, je souhaite. Imagine là, qu'on aurait 2 champions du monde, là, Kim Clavel et Léla Baudouin. Ça serait de toute beauté. Surtout sur une grosse plateforme comme ça. Ouais. UFC 326, on en parle parce que là, il va y avoir 324, il va y avoir 325 Ton titre avant, préféré, Pat? mais finalement, on a dit que le main event, ça allait être Oliveira face à Holloway. On fait un titre du BMF dans un événement à numéro. C'est ça. On sait ton opinion là-dessus. Non, mais je partage comprends, la- les deux, c'est super vendeur. Ah oui. Le premier Je veux voir combat, ça. le premier combat entre ces deux-là, moi, ils se battaient sur ma carte. Je me battais contre Josh Parkman, c'était à Saskatoon. Oui. Puis qu'est-ce qui était arrivé? Holloway, c'est qui? Ouais, c'est Holloway, il a donné un coup de poing un peu dans la gorge. C'était à 145 encore. Et ouais. Ouais. Puis, C'est vrai. il y avait- puis Oliveira avait plié Oliveira comme a ça. plié dans le coin. C'était awkward. Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment bizarre. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'était en 2000.
15. C'est dans ses derniers combats à 145 à Oliveira, je pense. Ouais. Après ça, il a monté parce qu'il a de la misère à faire le poids. Là. Il mourait pratiquement. Il a manqué sur le la point une balance. couple de fois. Ouais, exact. Mais ça va être le main event à Las Vegas, le 3-26, Oliveira face à Holloway 2. 20 décembre aussi, ce qui s'en vient, 20 décembre. On vous le rappelle, c'est le dernier show de l'année, donc c'est pour ça qu'on vous parle de des affaires qui vont se passer fin décembre. RAF 4. Ouais. Donc, cette nouvelle organisation de lutte qu'on a commencé à vous en parler, on a commencé à découvrir ça aussi, qui est extraordinaire. Donc, un RAF 4 qui va être la finale, Bo Nickel face à Yoel Romero. Bon, ça, c'est tout un combat. On va tout voir ça. Ça va être incroyable. Puis là, je suis leur plateforme, les réseaux sociaux, c'est dynamique. Là. Ils ont le sens du spectacle. Grosse carte. T'as Belal Mohamed qui va se battre là-dessus. Un combat super intéressant. Là. Jason Nolf, qui est un champion de lutte olympique aussi, contre Andy Varela. Andy Varela se bat ce vendredi sur la carte de UFC BJJ également. Il est la définition de ce que tu veux voir en grappling, excitant, un gamer, des grosses guillotines, soumission flying, mais un bon lutteur aussi. C'est pour ça qu'il va être là. Pas un gars de position. Là. Non, vraiment pas un Liam Prey. Là. Vraiment pas. À peu près l'antipode de ça. Jason Nolf qui se bat aussi à UFC BJJ. Il était dans le tournoi pour gagner la ceinture, justement, l'inaugural. Ça va être un gros combat explosif. Puis 4 championnats à l'enjeu, je pense. C'est ça, c'est une grosse soirée. C'est le show de fin d'année. Là. Fait que, je trouve qu'ils mettent toute la gomme pour un show si jeune. Je trouve ça vraiment cool. Mais c'est bien fait, c'est le fun. Tu regardes ça, tu sais que. Tu sais, même si ou tu comprends pas la lutte, ou peu importe, tout le spectacle qu'il y a autour de ça, grosse scène en plein milieu, il y a du monde autour, les lumières, une entrée comme des superstars. Comme des superstars. C'est comme la WWE, mais pour vrai. Ouais. C'est vraiment cool. Je trouve ça Puis, on a annoncé le gala aussi du 10 janvier, le prochain. Ouais. Ça va être la fun, ça aussi. Ben, écoute, pour la finale, en tout cas. Là. Ouais. Ben, je sais pas si ça va être la finale, mais en tout cas, c'est le combat qui a été annoncé. Colby Covington contre Luke Rockhold. Ouais. Est-ce que Luke Rockhold va gagner quelque chose un jour? Finalement, va regagner quelque Regagner chose une un victoire jour. dans quelque chose. Ouais. Là, depuis l'UFC, il a fait bare knuckle, il a fait le grappling, il a fait Polaris. Là, il fait la lutte, puis il perd partout. Écoute, probablement les deux combattants les plus coqués que l'UFC a eu dans leur histoire. Honnêtement, là. Tu sais, Covington, pour différentes raisons, Luke Rockhold, il ne pas. Là. Covington, je sais que c'est un rôle. Il s'est perdu dans son rôle. C'est perdu dans son rôle. C'est devenu sa personnalité. Mais à la base, au moins, c'est un rôle. Luke Rockhold, non, c'est une marde. C'est un sac à marde. Honnêtement, là. Tu sais, c'est un gars, c'est un beau gars, c'est un vendeur. Il a été commandité par des compagnies de neige. Ralph Lauren, il faisait des. Oui, le gars, il paraît bien, mais le gars, il a une shape de fou. Mais c'est une marde. Sérieusement, là. Il a passé une émission d'amour là, sur un plateau, puis bon, je sais plus trop quoi. Ma blonde ne le connaissait pas, puis elle l'haïssait. Oui, je pense que son premier pick-up line qu'il a dit à cette fille-là, hey, là, on s'en va dans les gossip, mais dans ce premier pick-up line qu'il a dit dans cette télé-réalité-là, il dit Do you spit or swallow? C'est la première affaire qu'il a dit à la fille. La fille, elle dit elle est partie. Fait que ça te donne le genre de gars qui est, tu sais, ce qu'on voit. C'était pas pour le show, il pensait pas. Non. Puis, tu sais, même quand il faisait des entrevues à l'UFC, tu voyais que c'était jamais de sa faute quand il perdait ou peu importe. C'est pour ça que quand Bisping l'a knocké, ça a tellement fait une polémique. Même après, là, tu sais, Bisping, il a pas serré la main. Là. Il dit tu l'enlèves ton sourire à cette heure. Il n'a pas été bon gagnant, mais je le comprends. Il y avait une historique. C'était in your face. Exact. En tout cas, tout ça pour dire que ça va être quand même le fun. Moi, je vois ça. Ben oui, ça va être quand même le fun. Covington va le out-wrestler. Ben, je pense que il est vraiment bon, Covington. Skills-wise, là. Ben oui. Même dans l'UFC, il y avait toute une lutte, puis c'est un ancien NCAA Division 1, je pense, Covington. Fait que, non, c'est un All-American. Pas d'enjeu là. Non, pas d'enjeu. Le 20 décembre, il ne faut pas oublier ça. Un autre combat de boxe intéressant. Derek Pomerleau va se battre en finale à Riyad du WBC Grand Prix. 200 000 US en bourse. Et le titre de. Ben, c'est pas un titre, là, il va recevoir une médaille, là, mais peu importe. Là. Ce qui va pouvoir l'amener à aller chercher la ceinture d'argent de WBC. Là, on en parlait, il y a tellement de ceintures là-dedans, mais peu importe. Derek qui se bat contre un Irlandais, ça va être un gros combat. Puis c'est drôle parce que j'étais allé à la Poire et Fromage il n'y a pas longtemps. Puis on l'a eu en entrevue. Puis on jasait de ça. Puis il dit quand je suis arrivé. Chaque type, hein?
Ah, il est super gentil. Cool. Pour elle, vraiment gentil. Puis il a une tête sur ses épaules aussi. Il est intelligent, il s'entraîne bien. C'est une affaire familiale. Hein? Sa mère, c'est son gérant. Son père, c'est son entraîneur. Il appartient à personne. C'est fou. Il appartient pas à Eye of Tiger, ni à Jim. Il est indépendant. À ce niveau-là, c'est rare. Rendu là, c'est quand même solide. Hein? Puis comment que il a réussi à être dans ce tournoi-là, tu t'inscrivais. Tu postulais Tu carrément. postulais, puis il décidait si il te prenait ou pas. Fait que, tu sais, on a appris bien des affaires là-dessus. Cette entrevue-là va être le 18, je pense, sur Cowsport. J'ai hâte de le voir, ça. Ça va être vraiment, vraiment cool. Puis, c'est ça qu'il disait. Il dit, quand je suis arrivé, au début, dans la première braquette, on était chacun de notre bord, puis je l'ai regardé, je suis allé voir dans le vestiaire, puis j'ai serré la main, je dis, c'est sûr qu'on se voit en finale. Nice. Il dit, je l'avais visualisé, je savais Sentais. que c'est contre lui que j'allais me battre en finale. Fait que, là, parce qu'on lui parlait de sa préparation, il dit, moi, ça fait 5 mois que je suis préparé pour ça. Il dit, ça fait quand même 4 combats en 6 ou 7 mois. Là. C'est rough, là. Ce tournoi-là, c'est rough. Là. De boxe, c'est très difficile. Ça fait penser, dans le temps des tournois, là, le Super Six qui avait vu le jour à l'époque, qui avait un peu, excusez l'expression, chié à cause que justement, c'était beaucoup de combats rapprochés, les gars se blessaient. Mais tant mieux, j'ai été capable de le faire. C'est vraiment cool, ça. Fait que ça va se passer à Riyad le 20 décembre pour Derek Pomerleau, jeune Québécois, qui est l'histoire est le fun. C'est une histoire familiale. Depuis le début, ils sont ensemble. Puis c'est un gars qui tient... Je trouve ça le fun. Des gars qui tiennent tête à des promotions. C'est sûr qu'il s'est fait approcher. Là, on s'entend. Là. C'est sûr. Là. Attends s'il remporte le titre. Là. Ben oui, mais il va se faire approcher, mais tant mieux. Mais d'après moi... Il connaît sa valeur. C'est ça qui est important. D'après moi, il gagne ça, ce Grand Prix-là. Il y a des plus grosses vont... Puis je veux pas dénigrer les Eye of Tiger au gym ici. Là. Mais tu sais, si ça va avec un MVP ou whatever, l'exposure, c'est un petit peu plus gros, je te dis. Puis il s'exprime bien, comme tu dis. Il y a une bonne gueule. Ouais. Dernier gala de l'année à TVA Sport 2 en fin de semaine. Pas une grosse carte sur papier, on va se le dire. Mais c'est ça. On ne sait jamais. On en a parlé. Je pense, on a eu 2. En novembre, on a eu 2 de feu. 2 de suite avec des gros noms. Puis ça a donné des combats extraordinaires. Brandon Warval face à Manel Cap. Quel Manel Cap qui va se présenter. Surtout, je veux parler, il y a 3 Canadiennes, pas Canadiens, 3 Canadiennes sur cette carte-là. Mais il y a 4 Canadiens. Parce qu'il y a un gars qui s'est rajouté hier, je pense, à 4 jours du gala. Oui, à 4 jours du gala. Lance Gibson Jr., qui va faire ses débuts à l'UFC face à Bobby Green quand même. Mm-hmm. Bob Green, un vétéran. 4 jours avant l'event, un combat qui va être à 160 livres, parce que c'est un catchweight. Mais le fait intéressant, c'est que Lance Gibson, ceux qui suivent l'UFC ou les arts martiaux depuis longtemps, le gars, c'est un Canadien, mais vous vous dites, ouais, Lance Gibson, ça me dit quelque chose. Oui, mais son père s'appelle Lance Gibson. Lui, il s'appelle Lance Gibson Jr. Il s'est battu à l'UFC à 2 reprises en 2000. Il s'était battu contre Evan Tanner. Il avait perdu contre Evan Tanner, Feu Evan Tanner. Il avait gagné contre German Andre. 1-1, mais tout ça pour dire que c'est le 3e duo père-fils dans l'histoire de l'UFC. Seulement. Mais c'est cool, par exemple. Imagine le feeling. Tu sais, je veux dire, ton père s'est battu, puis même en tant que père, tu regardes ça. Puis, tu sais, Lance Gibson qui est 9 victoires, une défaite 4 KO, 3 soumissions, donc 7-9. Si on parle des autres, puis, tu sais, il s'est battu au Bellator, il était 5-1 au Bellator. Là, il est vraiment, vraiment très, très bon. Les autres, tu as Gilbert Smith et Elias Smith qui est à l'UFC présentement, qui a beaucoup, beaucoup de succès. Mm-hmm. Donc, les fils ont beaucoup plus de succès que leur père présentement, à part pour le premier. Bon, ben ça, c'est des gros gants à chausser. C'est des grosses bottines à chausser. Ryan Couture, qui s'est battu, je pense, 1 ou 2 fois à l'UFC, avait pas le talent de son père, Randy Couture. Tu sais, même être la moitié de Randy Couture, c'est déjà incroyable. Il n'a pas été ça. Il n'a pas été le 1 centième de son père. Non, c'est pas ça. le même talent. Mais je trouve ça cool, tu sais, que c'est un Canadien, Lance Gibson, puis il est bon pour vrai, là. Je te dis, Green, il n'est pas dans une bonne séquence, il est sur 2 défaites de suite. Il est prenable d'aller battre un gros nom connu à l'UFC pour Lance Gibson. Puis Gibson, il est bon, il est agressif. Ça va être le fun de suivre. Connais-tu un grand mécontent de ce fait-là? Michael Dufort, hier, sur ses réseaux sociaux, c'est plein de ça. Il se voyait peut-être être à la place de Gibson, ce qui est défendable. Il a joué le jeu des comparaisons, des fiches. Puis, tu sais, le point de Mick Dufort n'est pas fou non plus. Bon. Mais en même temps, son numéro va peut-être sortir un jour. Exact. Il faut que tu contrôles ce que tu es capable de contrôler. C'est ce qu'il fait présentement. Ouais. Il se bat, il gagne, il finit ses gars. Mec, lâche pas. Ça va arriver, mec. Le sport, c'est cruel.
Des fois, t'es comme... puis des fois, faut que tu sois à la bonne place au bon moment. Peut-être que là, je sais pas, il cherchait un combat, puis... Je sais pas, il était là à la bonne place. Je sais pas comment c'est arrivé. Who knows? Mais, parce que Mick n'est pas magané, on s'entend de son dernier combat. Mick, lâche pas, ça va arriver, mais hier, je pense qu'il faisait du bench et c'est filmé sur Instagram. Parle à ton gérant. Parle à ton gérant, c'est peut-être ça le problème. Non, je sais pas, je connais pas son gérant. C'est des blagues. Hey, on s'en va à iPoke News. Yes. iPoke News. iPoke News, c'est les nouvelles qui nous ont écarté les yeux. On va faire ça vite parce qu'on a les revues de l'année qu'on veut faire. Premièrement, Ronda Rousey qui veut faire son retour à la compétition, à la boxe, face à Katie Taylor. What the fuck? What the fuck, certain. Qui c'est qui a vendu l'idée que c'était une bonne boxeuse? Hey, allez voir la fiche de Katie Taylor, allez voir ce qu'elle a fait dans sa carrière. Oui, elle approche la quarantaine. Ah ouais, mais... Oublie ça, là. Qui a mis ça dans la tête de Ronda Rousey que c'était une bonne idée? C'est à peu près comme Joshua contre Paul. Pratiquement. Mais non, Paul est meilleur boxeur que Ronda. Depuis que la nouvelle est sortie, mon feed d'Instagram est bombardé des fameux highlights de boxe de Ronda comme ça. Puis tu sais, écoute, ça le fait pas. Le jour qu'elle a pogné Holly Holm en MMA, on a vu tout le gap. Puis après, c'est Nunes. Fait que notre cher Ronda, avec toute son humilité, qui voulait se battre pour pas en bas d'1 milliard. Hey, Taylor a gagné l'or aux Olympiques en 2012, championne unifiée, WBC, IBF, WBO, WBA, whatever. Unifié, ça veut dire toutes les ceintures. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est ridicule. Elle va se faire mal. Qui veut regarder ça encore une fois? Ben, c'est ça. Ben, une autre affaire, qui va regarder ça? Mike Tyson contre Mayweather en mars, en Afrique, en 2026. C'est sorti de nulle part, là, 3-4 jours. Qu'est-ce qui se passe? C'est une vraie nouvelle. Là, c'est une vraie nouvelle. Ouais, supposément que ça va même se faire. Là. Mais on va le checker pareil. Ouais, là, c'est ça. On va le checker pareil. Floyd va faire du WWE, ce serait plus drôle, je pense. Il a fait. Il a fait une coupe d'entrée. Il y a ça à la Maison-Blanche qui s'en vient. Ça va se passer 14 juin à la fête à Donald Trump. Là, c'est sûr, là, on a dit qu'il n'allait pas avoir de billets vendus. Ça va être des dignitaires. Mais il va y avoir des stands à l'extérieur des clôtures. Pour regarder sur l'écran géant. Ouais. Donc, il a dit qu'il va y avoir 100 000 personnes qui vont pouvoir s'asseoir là et regarder sur l'écran géant ce qui se passe à la Maison-Blanche. Mais là, pas dans White, mais Donald Trump qui dit « Moi, je vais avoir 9 title fights là-dedans. Là. » C'est parce qu'il y a 8 catégories de poids. Ça marche pas. Oui, c'est vrai que tu peux avoir des combats féminins, là, tu peux en oui. Mais chez les hommes, tu as 8 catégories de poids. Fait que tu peux pas faire 9 combats de championnat du monde à moins que tu mettes un BMF, là. Mais tu sais, ça marche pas. Là. Puis tu sais, même Joe Rogan, sur son podcast, il dit, mais ce gars-là, il est pas là. Il est delusional. Ce n'est que la cédule de tout ça. Non, mais c'est ça. Si tu te bats en championnat, exemple, au mois de février. Qu'est-ce que tu fais avec toutes les autres cartes de l'année? Ben, il n'y a plus rien d'autre qui arrive parce que Donald, il veut ça. Ben alors, ça, c'était un flou. Mais il a vraiment fait une vraie annonce avec ça. Là. 9 title fights, gonna be awesome. Puis, the greatest card who ever happened. Tu sais, il parle comme ça. Fait que, non, je suppose qu'il s'en va avec ça. Penses-tu vraiment qu'il y a 100 000 personnes qui vont aller s'asseoir en avant dans la Maison-Blanche checker une télé? C'est du monde, 100 000 personnes. C'est du monde. Du monde en temps. Il est polarisant, c'est pas tout le monde qui l'aime. En même temps. Peut-être. Ben, j'habite dans la région. Mettons, je passe par là. J'y vais. C'est sûr, j'y vais. Tu sais, j'irai. Bon, fait que là, on est rendu. Ah, yes. Ça, j'aime ça faire ça. On fait notre revue de l'année, parce qu'on vous le répète encore, c'est le dernier show de l'année. Pour ça, le show de Noël. On revient le 15 janvier. Donc, le 15 janvier, ça va être notre retour du KO Show. On commence l'année. On commence la revue de l'année avec le KO de l'année. Ouais, le grand classique. Un grand classique. Je vais commencer. Après ça, on va y aller sur une émission de l'année parce que tu es un gars de Jiu-Jitsu. Tu commenceras. Okay? Moi, je suis plus un cogneur. Moi, c'est Rufi contre Green. À l'UFC 313, Rufi qui est allé avec un coup de pied renversé. Je veux dire, Rufi, pour moi, c'est pas le combattant de l'année, mais il fait partie des top 3 facilement. Pour moi, ça, c'est le KO de l'année au niveau technique. Le KO le plus dérangeant pour moi, ça a été évidemment Salkill face à Akparas à l'UFC 321. On avait hâte qu'Akparas se réveille. Ouais. Honnêtement, là, pour moi, ça a été le KO le plus inquiétant de l'année. Oui, parce qu'on veut jamais voir quelqu'un mourir dans l'octogone. Bon, on touche de la mélamine. Ouais. On veut pas que ça arrive un jour. Peut-être ça va arriver. Mais ce coup-là, j'étais comme, il va se relever.
J'avais hâte. Puis il convulsait. Ça m'a fait penser un peu à quand Bisping s'était fait knocker par Dan Anderson. C'est vrai. Moi, j'étais là, on était live, c'est à l'UFC 100. On décrivait le combat, là, puis je regardais, puis je disais rien. Genre, Paul parlait de ça. Non, je veux pas être là. Je veux pas être conscient de ça. Je veux pas. Ça a pris du temps. Ça a pris un moment 2 minutes avant qu'il se réveille. Là, OK, nice. Mais côté dévastateur, j'avoue que c'est carrément lui. Je vais donner une mention spéciale à Marc-André Barriault à Montréal ici. KO qu'il a fait. Ouais. Le gars, il est tombé face plant. Puis, tu sais, encore une fois, le monde n'apprend pas. Avec Barriault, tu te colles pas. Tu vas pas là. C'est sa spécialité. Le Dirty short boxing. range, il est très, très bon. Il est bon, il est puissant. Il est capable de dégénérer beaucoup de puissance à courte distance. Puis c'est ça qui est arrivé encore. Le gars est tombé en pleine face. Il est sorti sur une civière parce qu'on avait peur qu'il y avait peut-être une blessure à la colonne. Mais petit shootout à Marc-André Barriault, c'était se passer ici à Montréal. En plus, c'était un retour sur le chemin de la victoire pour lui. Devant tes fans, c'est toujours cool. Mais oui, c'était tout un knockout. Moi, je vais avec Hilario Topuria contre Charles Oliveira. Écoute, dans le spectaculaire, ça l'était, mais pas tant que ça. C'était quand même une grosse droite qui est rentrée direct sur le menton, classique. Mais c'est tout l'alentour, je trouve. Premièrement, le KO était percutant. De Oliveira, face plant, c'était tout un knockout. C'est tout l'alentour. C'était le premier combat de Topuria à 155 livres. Est-ce que sa vitesse, est-ce que sa force de frappe va le suivre à 155 livres? Il l'a confirmé, oui. Puis c'était un short punch. Un punch qui me faisait penser un peu à Kamaru Usman qui avait knocké Masvidal. Tu sais, genre de punch qui traverse le gars. Pour moi, c'est mon KO de l'année. Tout le monde a fait « Ouh! » Fait que moi, c'était un KO emblématique. Ben, c'est parce qu'on dirait qu'à travers l'écran, tu avais senti la puissance de cette droite-là. Exact. Il a tellement tourné dedans. Puis là, tu as vu... Puis il n'a pas tombé par en arrière, Oliveira. Il est tombé à terre. Ça veut dire que tu as débranché l'électricité, puis les genoux, là, ça je me souviens, il y avait les jeux à l'envers. Les genoux qui ont lâché. Pour moi, c'était le KO le plus percutant qui était très significatif cette année. Parce que mention spéciale qui est quand même récente, le knockout de Pratis contre Leon Edwards, qui est probablement mon numéro 2 personnellement. Encore là, Leon Edwards, les pieds ont levé de terre. Les yeux à l'envers avant de tomber au sol. C'était tout un knockout aussi. Tout un knockout. Sub de l'année. Sub de l'année. Une sub qui est arrivée, c'était en octobre, je crois. Quand même récente, mais qui est passée un petit peu plus inaperçue. Mais pour moi, c'était un display de jiu-jitsu incroyable. C'était 101. C'est Joseph Morales qui a soumis Matt Schnell avec une guillotine, mais qui est parti d'une séquence crucifix incroyable, un setup où il a laissé l'adversaire rouler pour le pincer en guillotine. C'était la définition même de l'art qu'est le jiu-jitsu. T'es un peu jaloux. T'es un peu jaloux que j'allais pas se Tu n'as pas pensé à celle-là? Non. Et puis il y en a des combats dans l'année. Ouais, vraiment. T'en as-tu un autre? Je te dirais, c'est ma top, mais la petite mention spéciale à un Québécois, je vais la dire après. Ouais, je pense qu'on a la même là-dessus, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Ben moi, c'est Makhachev contre Moïcano. Juste la façon qu'il est allé le chercher, tu sais, il est allé chercher le Dark Choke une fois de plus. Dagestan Dark Choke. Le Dagestan Dark Choke, exact. C'est de la manière qu'il a essayé. C'est ça qu'il voulait le faire. Oui. C'est ça que je trouve impressionnant, c'est qu'il aurait pu choisir n'importe quoi d'autre parce qu'il avait le choix, mais il a décidé d'attaquer celle-là plusieurs fois. Puis là, à un moment donné, Moïcano, il savait que c'est ça qu'il voulait aller chercher, puis il n'a pas été capable de le contrer. Moïcano qui n'est pas mauvais au sol, 311, non. Puis, je vais donner à Dvalishvili face à O'Malley, parce que Dvalishvili, il finit pas souvent ses gars, mais il a été chercher une guillotine front choke un peu, là, c'est pas conventionnel. Là, c'est 316. Puis tu parlais d'un Québécois, mention spéciale à Québécois, moi je vais le donner à Charles Jourdain. Excellent choix. T'avais pas ça? C'est un Jourdain aussi. OK. Ben, moi, je vais le donner à Charles. Puis, ça aurait pu être le KO de l'année parce que avec le coup de genou qu'il a donné, ça se passait, c'est un Fight Night en octobre. C'était à Vancouver. Flying knee suivi de sa signature. Une guillotine. Puis quand il l'a pris, il savait que c'était fini. Il a regardé la caméra et dit « Ah, that's it. » En s'assoyant, c'était fait. Exact. C'est vrai. Puis il y a des excellentes guillotines. Charles, honnêtement, bravo pour ça. Mention spéciale à Charles. Moi, j'imagine qu'on l'a eu avec son frère. Mention spéciale à Louis. Oui. Parce que, tu sais, oui, c'était dans Contender, pas dans l'UFC. Mais d'avoir gagné son contrat de façon fracassante comme ça, avec un gros étranglement à la fin, pour vrai, on parle de signification d'un highlight. Ça, c'en était tout un. Il vient de changer le cours de sa carrière. Puis, gros rear naked choke. Pas de hook à l'intérieur en plus. Vraiment, c'était... Puis c'était un gars de sol, le gars qui se battait contre. Exactement. Fait que c'était 2 fois plus significatif. Puis il venait pas de le rocker nécessairement avant. Là, il a vraiment pris le dos. Bravo au dos Jourdain. Fight de l'année. Il y en avait pas mal. C'est une belle année. Honnêtement, j'aurais pu donner Dvalishvili contre Peter Yan fin de semaine passée. Mais je suis allé à l'UFC 317. Brian Varvel face à Joshua Van. Écoute, super bon choix.
Pour vrai, là, c'était solide. Surtout à cause du jeune âge de Joshua Vann qui a été capable de faire ça à l'aspirant numéro 1 Royval. Il nous a écarquillé les yeux. Puis ça a été... Moi, je trouve que là, pour que tu sois un bon candidat au combat de l'année, moi, je pense pas nécessairement faire les 5 rounds ou 3 rounds, mais quand ça s'étire, oui. Mais ça a été compétitif tout le long de part et d'autre. Oui, Royval a clairement perdu ce combat-là, mais par un poil. C'était très compétitif. De la boxe incroyable. Ça a été un feu roulant tout le long. Puis tu disais, tu n'es pas obligé de faire la limite. Ben moi, mon deuxième choix, c'est Prohashka face à Roundtree. Bon, Prohashka, ça pourrait être dans le comeback de l'année aussi. Ouais. C'était fait sonner, mais Prohashka, c'est un robot. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Il est particulier. 300 UFC 320. Pour moi, ça, c'est mon deuxième choix. Je veux donner une mention spéciale aussi à Max Holloway face à Poirier, la troisième. Les deux se sont rockés. Les deux ils ont essayé de finir ça. Puis même Max Holloway, à la fin, il dit « OK, on y va ». Poirier n'a pas voulu embarquer dans ce jeu-là, puis avec raison. Il était hypothéqué à la fin du combat. Il était hypothéqué, mais les deux se sont sonnés. Puis même à la fin, on a vu une vidéo dans le backstage en arrière. Il a dit « Je peux pas croire qu'on n'a pas eu le combat de la soirée. On s'est sonné les deux. » Puis là, les deux grillaient, ils se donnaient la main. C'était un beau moment. Ça, c'est mes choix, moi. Moi, mon choix, ben justement, tu as nommé Peter Yan contre Merab. Pour moi, il a volé au fil d'arrivée. Dernier gros gala de l'année. Ben, il en reste un fin de semaine, là, mais gros gala. C'était compétitif non-stop. Peter Yan a clairement battu Merab, mais Merab n'a pas lâché jusqu'à la fin. Il restait compétitif jusqu'à la fin. Il s'est fait sonner, il s'est fait rocker au corps, à la tête. Mais jusqu'à la dernière seconde, Merab a fighté. Peter Yan, on en a parlé tantôt, mais quel combat, quelle étude de son adversaire. Puis ça a été bon. Moi, j'étais sur le bout de mon divan tout le long. Mais c'est une performance parfaite. Oui, performance parfaite. Ça, il faut le reconnaître aussi. Quand un des deux athlètes, moi, je trouve que ça pèse beaucoup dans la balance, mais c'est resté compétitif. C'était pas un blowout. Là. Non. Puis, tu sais, Merab aussi, en entrevue après, là, il n'a pas cherché d'excuses, il n'a pas cherché rien. Zéro. Il a dit, bon, il est arrivé, il était bien préparé, à ce soir, c'était le meilleur. Il n'a pas chialé. On parle pas du fighter de l'année, mais... Fighter de l'année, on peut y aller. Mais Merab, là, c'est dommage parce que son année se finit mal. C'est ça. Mais Christy, 3 défenses de titre dans la même année, on voit pas ça souvent. Là. Benoît Saint-Denis aussi pourrait être le combat de l'année. Gros combattant de l'année. Gros knockout aussi contre Bernard Dariush. Gros knockout, 3 victoires. Il est revenu après 2 défaites de suite. Il est revenu avec 3 victoires de suite, 3 finishes. Ouais. Benoît Saint-Denis, Joshua Vann. Qu'est-ce que tu veux dire? Joshua Vann on peut pas dire le 3 contraire. victoires aussi cette année. Islam, c'est pas battu autant. Non, c'est ça. Mais quand même, tu viens de gagner double champ, c'est pas rien non plus. C'était pour une belle moi, année dans l'UFC. C'est une belle année. C'est sûr que Merab a perdu son dernier combat, mais quand même, s'est battu 5 fois en 1 an. T'sais, c'est le genre de champion que tu veux. C'est ça. Puis il gagnait. Oui. Il se blesse pas, actif, entertainant. Moi, je pense qu'il y a un débat entre lui et Benoît Saint-Denis. Ouais. Ça, c'est mon choix, moi. Ouais. Mais comme je te dis, il y a une petite tombe parce qu'il vient de perdre son titre à la fin de l'année, mais ça n'enlève rien à son année incroyable. Machev aussi. Tu parlais de sa soumission tantôt. Mais c'est le problème, c'est que, oui, ça peut être les combattants de l'année, mais il faut que tu en aies des performances dans l'année. Oui, si tu vas juste une fois dans l'année, t'es comme... C'est dur de te donner le meilleur combattant de l'année. Tu baisses tes chances, c'est sûr. Fait que des champions actifs, on aime ça. Tu parlais de la soumission de Makhachev tantôt sur Moïcano. Il n'y a pas un mot du gym de Jiu-Jitsu qu'on n'a pas tous tombé là-dessus. Puis là, il y a eu des breakdowns, puis on essaye tout le Dars avec ça, le Dagestan Dars. C'est quand même cool quand ça porte ton nom. C'est quand même cool. C'est le dernier show de l'année pour nous autres, le dernier show avant Noël. Donner des petites mentions spéciales quand même aux Québécois parce qu'on on essaie de mettre la lumière sur les athlètes peut-être un peu moins connus qui ont du succès à travers la planète entière, honnêtement. Puis moi, je pense que c'est dans le premier show qu'on en a parlé. Jonathan DiBella, qui est redevenu champion du monde de kickboxing avec ONE FC. C'est un gars qu'il faut surveiller, il va défendre son titre, c'est sûr et certain. C'est un jeune combattant québécois qui domine à l'autre bout de la planète, qui n'est pas très, très connu, qu'on ne sait pas, nous autres on le connaît, là, mais qu'il n'y a pas beaucoup de promotion autour de lui. Mais tu t'en vas en Asie, là, tu t'en vas en Thaïlande, tu t'en vas en Malaisie. Ce gars-là, c'est une grosse... Nul n'est prophète dans son pays, comme on dit. Ben, lui, ça en a une méchante bonne définition. Jonathan DiBella, Kim Clavel, la première invitée qu'on a eue. C'était cool, ici au face-à-face, dans le corps show, devenue championne du monde. Quand même assez impressionnant. Elle a établi un nouveau record. Rentré dans une autre catégorie de poids, championne dans une autre catégorie de poids. Ça n'avait jamais été fait par une femme au Québec. Non, première fois. Cool. Et là, tu viens d'en parler, mais Louis Jourdain, pour moi, c'était important. Le dernier Québécois à avoir eu son contrat à l'UFC d'une manière spectaculaire. Par la grande porte, là. Par la grande porte. On n'a pas encore de nouvelles pour lui de savoir ça va être quand son vrai premier combat officiel à l'UFC. Mais ce que j'aime de Louis Jourdain aussi, c'est son histoire.
Il y a jamais, tu disais, tu parlais du fort, abandonne pas, tu vas avoir ta chance. C'est similaire. Lui, c'est un peu la même chose. Lui, il a eu, à cause des blessures, surtout. Ouais. Mais puis il regardait son frère aller, Ça doit être dur d'être le frère de l'autre. Ben, c'est ça. Très dur. Mais là, c'est plus le frère de l'autre. Non, c'est Louis Jourdain. Louis Jours-Dain. Moi, je trouve ça. C'est ça que j'aime le plus de cette histoire-là. Ouais, c'est qu'il a été capable. Il a été capable d'aller. Il était capable d'aller montrer son prénom. Exactement. C'est avec le frère de l'autre. C'est tough. Charles, là. il est highlight reel, puis tout ça, Ouais. puis il a trouvé le moyen. Puis, je ne veux pas dire à la défense de Charles, mais props à Charles. Il a tout le temps mis son frère sur un piédestal. Il a toujours essayé. Il a tout le temps essayé de mettre de la lumière sur son frère, puis de le monter avec lui. Puis ça a été, je pense que ça a été le premier, le plus content que son frère ait gagné, puis que les deux sont rendus à l'UFC. Les deux sont dans la même catégorie de poids. Tu vois qu'il n'y a pas de jalousie entre les deux. Aucunement. Puis je pense que Louis voyait peut-être justement son frère sur un piédestal parce qu'il a eu du succès beaucoup plus rapidement que lui. Mm-hmm. Puis là, maintenant, je sais pas, il a peut-être ramené les choses. Puis là, je parle à travers mon chapeau, mais c'est la perception que j'ai. Mais je suis content pour lui. Puis Louis, c'est un bon gars, une bonne tête sur ses épaules. C'est un gars qui est super résilient. Bien hâte de voir son premier combat à l'UFC. Je ne vais pas partir de débat non plus, mais moi, je pense que Louis, on compare pas, mais il est très, très bon. On compare pas. Je ne veux pas dire meilleur que Charles, c'est ça la phrase que je voulais dire, mais pas dire. Ouais, Charles va tout le temps rester le plus spectaculaire des deux. Tout à fait. C'est dans son ADN. Il est comme ça, c'est un showman. Louis est toute une boxe. Par son style de combat, mais par sa personnalité aussi. Louis est un petit peu plus... posé. Posé. Exactement. Posé. Donc ça va être intéressant de les suivre en 2026. Mon athlète de l'année. Oui. J'en ai parlé à maintes reprises au cours de la saison, la pré-saison. Brianna Sainte-Marie. Ouais. Elle n'a pas gagné le crown. Elle n'a pas défendu sa ceinture, sa couronne de crown en fin de semaine, mais juste un mini recap de son année. Or au championnat du monde en no-gi, c'était en fin 24, mais je le compte dans l'année quand même. Donc, championne du monde et argent en absolu au championnat du monde no-gi. Or au championnat européen, c'est le Big Four, là, européen, Brasilio, Worlds. Troisième au championnat du monde en gi, argent au Brasilio, qui est l'équivalent justement des Panam ou en Amérique latine. Puis elle a battu Elizabeth Clay à UFC Invitational juste avant. Écoutez, ça n'a aucun bon sens. Elle a été médaillée dans toutes les compétitions Grand Slam. Puis c'est une bonne ambassadrice pour le Bonne ambassadrice, toute une année pour ce fille-là. Puis le best is yet to come, je pense. Best is yet to come. J'aimerais ça avoir signé avec UFC BJJ. Ce serait le fun, hein? Ce serait le fun, ça. Ce serait le fun. Matt! Hey, bonne année. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Joyeuse fête à vous autres aussi. Soyez prudents. On veut vous retrouver en janvier. Ouais. Le 15 janvier, ça va être notre retour. J'ai déjà hâte. Ouais, c'était le fun. Hein? On va avoir du stock entre les deux en plus. Merci de nous avoir suivis pendant les 7 premiers shows. On voit le following, on voit les commentaires que vous donnez. On essaie de vous répondre. On essaie de prendre vos idées aussi, de les incorporer dans le show. Puis écoute, s'il y a personne qui nous écoutait, on aurait fini après 2 shows. Mais là, ça a l'air qu'on continue. Pas faire mon têteux, mais mon cadeau de Noël, j'ai déjà eu. C'est vous autres. Ah, hein? Mais je le pense pour vrai. Et quand les gens dire. adhèrent à ce que tu fais dans la vie, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir. Merci, guys. Merci, guys.